Bienvenue à tous dans cette vidéo où vous allez apprendre à faire un panettone avec la méthode traditionnelle, donc en utilisant un levain naturel. La vidéo étant longue, je vais la découper en chapitres et comme ça vous pourrez naviguer facilement d'un point à un autre et retrouver l'étape qui vous intéresse plus facilement. De mon côté, je vais continuer à faire des panettones et à me perfectionner. Et si besoin, je referai une vidéo avec les précisions et les améliorations. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais de la regarder. Si c'est le cas, elle apparaîtra en haut à droite de l'écran. Ceci étant dit, je vous laisse découvrir la recette. Bon visionnage. Évidemment, un élément important pour réaliser le panettone, c'est le levain. Donc ici, c'est un levain dur. Il faut qu'il soit donc rafraîchi plusieurs fois durant la première journée avant de faire la première pâte. On va donc regarder comment rafraîchir ce levain et comment le préparer aux différents rafraîchis de la première journée. Vous remarquerez que mon levain est conservé dans de l'eau et c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait il s'avère que c'est la solution qui permet d'avoir la meilleure stabilité au niveau de la fermentation du levain. Avant je le conservais tout simplement à l'air et c'est vrai que depuis que j'ai adopté cette technique, j'ai constaté une meilleure régularité dans la fermentation et l'équilibre du levain au niveau de son acidité. Première chose importante à faire à chaque fois que l'on rafraîchit le levain, c'est de lui faire un bain dans une eau légèrement sucrée, une eau chaude. Donc on va prendre une eau à 38 degrés. En général, j'utilise 1 litre, c'est suffisant pour des rafraîchis de petite quantité. Dans cette eau, on va dissoudre 2 grammes de sucre. On met ça de côté. On va prendre le levain, on va pouvoir le sortir de l'eau. Donc la partie au-dessus sera toujours sèche évidemment. En dessous c'est un peu gluant. On supprime cette partie un petit peu fragile. On peut également bien sûr enlever la partie qui forme la croûte pour avoir accès vraiment au levain qui est sec en bon état. Et on va prélever donc le cœur, cette partie qui est vraiment bien sèche. Donc on va garder uniquement cette partie-là. Je vous suggère de la compresser pour qu'il y ait le moins d'air possible. Ensuite, on peut mettre ce morceau ou les morceaux, si vous en avez plusieurs, directement dans la solution d'eau sucrée. Et on va laisser comme ça pendant une petite vingtaine de minutes. Ça va tout simplement servir à adoucir le pH, à équilibrer le pH du levain. On va pouvoir l'égoutter et le transférer dans un autre récipient pour faire le rafraîchi. On prend une balance, on tare le levain qu'on a, on l'égoutte bien entre les doigts afin de supprimer l'excédent d'eau et on peut le verser pour le peser. Bien sûr, on fait en sorte de rafraîchir uniquement la quantité nécessaire pour ce qu'on veut en faire. En l'occurrence, pour la production du panettone, on n'est pas obligé de faire un rafraîchi très important pour le premier, puisque de toute façon, on va arriver au final à une certaine quantité de levain. Donc, on va rester sur une petite quantité au départ pour pouvoir augmenter ensuite. Par exemple, là, j'ai 50 g de levain. Donc, dans le cadre des rafraîchis successifs pour le panettone, on va mettre 50 g de farine, donc autant que le levain, et on va verser, après le bain que le levain a subi, seulement 35% du poids de la farine en eau. Ça fait donc 17 g d'eau. Chaque fois que vous rafraîchirez le levain après l'avoir mis dans le bain, ce sera toujours 35% de l'eau par rapport au poids de la farine. Les rafraîchis 2 et 3 pour la production du panettone, eux, seront calculés à de 45 à 50% de quantité d'eau par rapport à la farine. J'ajoute les 50 g de farine. Ensuite, il suffit de mélanger les ingrédients entre eux jusqu'à avoir une pâte assez compacte qu'on va pouvoir pétrir pour donner la force nécessaire au levain afin qu'il puisse bien lever sans s'affaisser. Et quand vous faites un rafraîchi qui n'est pas destiné à réaliser une production mais simplement à conserver votre levain, je vous conseille de prendre une très petite quantité de levain. Typiquement, moi je fais un rafraîchi par semaine quand je ne m'en sers pas en utilisant cette technique. Donc je mets 5 fois le poids du levain en farine afin qu'il ait de quoi se nourrir, on va dire, pendant plus longtemps et que je n'ai pas à le rafraîchir trop souvent parce qu'il s'acidifie, qu'il se désintègre. Donc là maintenant, on va simplement pétrir cette pâte. Il faut compter quand même bien 10 minutes d'action assez intensive
pour vraiment pouvoir développer un gluten fort qui va permettre au levain de bien se maintenir. Surtout, comme on va le mettre dans l'eau, c'est important qu'il soit bien sec et bien pétri. Comme ça, l'eau aura plus de difficultés à pénétrer dans le levain. Quand on arrive au bout du pétrissage, là, vous voyez que le levain est vraiment bien lisse. Donc, s'il s'agit d'un rafraîchi pour une production, dans ce cas-là, je vous conseille de tout simplement le mettre en boule, comme ça, et de faire une croix dessus pour relâcher un petit peu la tension, lui permettre de bien s'ouvrir. Voilà. Puis, bien sûr, vous le laissez fermenter dans l'eau directement jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le second rafraîchi, donc en général 3 à 4 heures à 28 degrés. A l'inverse, si vous devez le conserver donc plusieurs jours, là, on va préférer le laminer, c'est-à-dire l'étaler de façon homogène. Une fois qu'on a réalisé notre langue de pâte, on va pouvoir replier vers le centre, puis par-dessus, donc en 3. Voilà, à nouveau on peut presser un petit peu avec le rouleau pour égaliser la surface. Et là on va le replier en escargot sur lui-même, en tirant un petit peu pour qu'il soit vraiment bien serré. Donc on tire, on roule, on rabat un peu les bords, et on fait ça jusqu'à avoir enroulé complètement le levain. Une fois qu'on a terminé, eh bien là on peut le plonger dans l'eau. Et une fois qu'il monte à la surface, on peut le laisser encore une petite heure à température ambiante et le bloquer au frigo jusqu'au prochain rafraîchi. Pour la production du levain, on va faire le rafraîchi encore 2 fois. Et on se retrouve quand le levain est prêt à être intégré dans la première pâte. On est le soir du premier jour, il est 20h, environ 20h. On a le levain qui a bien fermenté. On va pouvoir prélever la dose nécessaire pour pouvoir commencer la première pâte. Et à côté, j'ai préparé en amont les ingrédients, donc l'eau, sucre, les jaunes et le beurre. C'est tout ce dont il y a besoin pour la première pâte. Il y a aussi la farine qui est déjà dans la cuve. On va faire ça ensemble, je vais essayer d'être assez concis. Je ne vais pas montrer la procédure en détail, mais je vais m'arrêter sur chaque point important et vous montrer l'état de la pâte à chaque ajout de nouvel ingrédient. Puisque c'est pas très intéressant de voir un batteur tourner, donc on va simplement faire le point sur les choses qu'il faut respecter. Alors déjà, première chose, j'ai transféré la farine dans un bol, puisqu'en fait il faut commencer par l'eau, dissoudre le sucre dans l'eau, dans le bol. Donc j'ai mis la farine de côté. On peut commencer. Dans la cuve, je vais verser 2 tiers de l'eau environ. Je vais aussi verser tout le sucre. Là, on prend un fouet et on mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Ensuite, on va verser la moitié des jaunes. Donc là, je vais mettre 2 jaunes. Sur les 5, parce que je ne vais pas en couper un en deux. Puis le levain. Ensuite, on peut mettre toute la farine, donc qui a été tamisée, je le rappelle. Et pour ce qui est du matériel pour le robot, moi je préfère travailler avec la feuille. Je préfère la feuille puisque ça fait un mélange beaucoup plus rapide que le crochet. On va lancer en vitesse lente, mélange, ou vitesse 1. Puis on va tout simplement attendre que le réseau de gluten soit formé correctement. Et après on pourra ajouter le reste des ingrédients. Et régulièrement, on n'hésite pas à arrêter la machine, relever la tête du robot et tout simplement, avec un coup de patte, libérer la pâte pour que le travail de mélange se reprenne plus efficacement. Ça, c'est valable aussi avec le crochet. Il faut le faire également. Quand
la pâte est bien mélangée comme ça, après on peut passer sur le crochet. Donc là, ça fait 10 minutes que la pâte est en train d'être pétrie. C'est plutôt pas mal pour l'instant, mais ça se déchire quand même quand on tire dessus. Donc on va continuer encore peut-être 3-4 minutes avec le crochet. Et ça devrait être pas mal. La température de la pâte en plus est bonne, là. On doit être à 22 degrés. Donc ça me laisse un petit peu de temps pour terminer. Allez, ça fait 15 minutes. Ça fait 15 minutes et on va pouvoir vérifier l'aspect de la pâte. Donc on va faire un petit test avec le gluten. Là on voit qu'on peut tirer dessus, qu'il y a de la résistance quand même par rapport à tout à l'heure. Et on a le voile qui se crée. Alors je le fais à une main donc je suis pas très à l'aise. Mais là je sais que la pâte est prête à recevoir le reste d'eau, d'œuf et bien sûr la matière grasse. Donc là on peut remettre le crochet, refaire tourner et ajouter le reste de l'eau en petits filets, tranquillement. Normalement avec un bon pétrin on n'est pas obligé de faire petit à petit, mais là pour ce robot je préfère laisser intégrer une partie de l'eau avant de mettre l'autre partie. Voilà, dès que le fond de la cuve commence à se nettoyer comme ça, je reverse un petit peu d'eau. Et là on a mis toute l'eau qui restait, on va la laisser s'intégrer et on fera de même avec les œufs. Donc là l'eau a été entièrement absorbée, je vais vous remettre le reste des œufs, les jaunes. Et on va laisser tourner, pareil en vitesse un petit peu plus soutenue, jusqu'à absorption totale de ce jaune. À nouveau ça prendra de 3 à 5 minutes, donc pour l'instant on est sur 15 minutes de pétrissage, plus 3 minutes avec l'eau, plus 3 à 5 minutes avec les jaunes. Et idéalement le beurre sera intégré en voilà, moins de 10 minutes en tout cas, pour vraiment pas avoir non plus un pétrissage trop long. Encore une fois, la qualité du pétrin jouera beaucoup sur le temps de pétrissage total. Donc là on voit bien que les jaunes ont été absorbés correctement. On voit maintenant que la pâte est très élastique. Donc on va pouvoir incorporer aisément le beurre maintenant. On va le mettre en 2 fois peut-être. Encore une fois, si vous avez un très bon batteur, en une fois ce sera facile. Mais là je préfère y aller en 2 fois. Je libère un petit peu le crochet. Je mets le beurre. Et on est reparti pour 2 minutes environ. Là, on voit que la première partie du beurre a été absorbée. On va pouvoir mettre la seconde partie. Ça va être très rapide maintenant. On va juste corner un petit peu les bords. Et on est bientôt arrivé à la fin de la première pâte. Je mets le reste de beurre. Et c'est reparti. Voilà, on est arrivé au bout de la procédure de pétrissage de la première pâte. On va débaquer ça et on va la préparer pour la fermentation de la nuit. On peut voir maintenant qu'elle se dégage vraiment facilement du crochet d'ailleurs. Donc c'est plutôt bon signe aussi. On peut la sortir en une fois. Donc voilà à quoi elle ressemble la pâte et on peut constater donc après le temps de pétrissage, on peut... Alors je suis pas dans le bon sens pour vous montrer ça, on va essayer de faire ça comme ça. La pâte est extrêmement extensible. On peut tirer dessus à l'infini. Ça ressemble un peu à du chewing-gum. D'ailleurs les chewing-gums sont faits avec du gluten. Donc voilà, là la première pâte est réussie selon moi. On va prendre un récipient de petite taille, genre un pot à confiture, et un autre récipient
rectangulaire, plus grand. Pour la contenance, il faudra choisir quelque chose de pas trop grand. En général, 3 fois le volume de pâte que vous faites. Et dans ce petit bocal, je vais juste mettre mon témoin de fermentation qui nous permettra de savoir quand la pâte aura atteint le triple de volume et qu'il sera temps de procéder à la deuxième pâte. Donc ça va vraiment être un morceau pas trop gros, on va dire une cinquantaine de grammes maximum là pour le volume. On va en faire un petit pâton tranquille. Et on va le mettre dans notre témoin. Là, idéalement, il faut un petit peu tasser pour que le volume soit réparti de façon équitable. Alors, on va noter donc le premier volume de la pâte, à peu près ici. Donc on sait que quand on sera arrivé à 1, 2, 3 environ ici, à la lettre P, ce sera le moment de procéder à la deuxième pâte. Pour le reste de pâte, on en fait un pâton rectangulaire. Qu'on peut mettre lui aussi dans son récipient. On couvre, pas besoin de clipser, il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui s'échappe quand même. Et on va mettre tout ça à fermenter dans le FONO, donc avec la lumière allumée, ce qui fait à peu près 28, de 28 à 30 degrés en général. Donc on laisse ça pour la nuit. On va compter, en général, ça va prendre au moins 10 heures. Les horaires, c'est indicatif, puisqu'en fait, le seul vrai témoin que l'on doit suivre pour savoir si on peut passer à la suite, ce sera ce fameux triplement du volume initial. Allez, je vous dis à demain pour la deuxième pâte. Bonjour tout le monde, on est le jour 2 et regardez, le miracle de la fermentation a eu lieu. La pâte a bien pris de volume. Moi, j'ai mis mon témoin, voilà, ici. Donc là, on peut voir clairement qu'il a atteint, même dépassé le point que j'avais fixé. C'est pas extrêmement grave, ça va un petit peu plus loin en fermentation. C'est mieux que d'être en sous-fermentation en tout cas. Bien sûr, j'ai préparé tous mes ingrédients nécessaires pour la recette. Donc on a les raisins, les fruits confits. Je vais aussi en faire un aux pépites de chocolat. Les jaunes, le malt, le beurre, la farine pour le rafraîchi, le sucre, non ça c'est des blancs que j'ai mis de côté, le sel, et il y aura la vanille aussi. Donc première chose qu'on va faire, c'est tout simplement mettre la pâte qu'on a réalisée dans le bol du batteur. À ça on va ajouter une autre dose de farine qui permettra tout simplement de réactiver un peu la fermentation. On va mettre le crochet et on regardera s'il y a besoin de passer de temps en temps à la feuille. Quoi qu'il en soit, la première étape est extrêmement simple puisqu'il va falloir pétrir cette pâte avec la farine jusqu'à avoir obtenu à nouveau un très bon réseau de gluten pour pouvoir supporter ensuite l'ajout de tous les autres éléments. Je vais donc lancer pour 10 minutes et puis on va voir ce que ça donnera au terme de ce temps. Là, ça fait 10 minutes que ça tourne, donc on va regarder la texture. Alors, déjà, ça m'a l'air pas mal du tout. On va dire qu'il manque peut-être 3-4 minutes. Mais j'ai constaté que la pâte était un petit peu chaude, puisqu'on dépasse les 27, 27, on va peut-être arriver, ouais. On est à 28 degrés, donc c'est bien de ne pas dépasser cette température-là. Donc ce que je vais faire, c'est que simplement, je vais la mettre pendant 15 minutes au frigo, couverte, et après on pourra continuer la recette. Je viens de me souvenir qu'il y avait une technique pour éviter d'avoir à interrompre le travail à ce moment-là. C'est simplement que une fois que votre pâte est prête à tripler de volume, bah, vous la mettez justement 1 heure avant de commencer les préparations. Vous la mettez au frais, comme ça elle est à la bonne température pour enchaîner tout le reste. Bon voilà, ça fait peut-être un peu plus d'un quart d'heure quand même que c'est au frais. On va voir où est-ce qu'on en est. 25. Ça devrait aller puisque là on va intégrer des éléments qui sont à température plus faible, donc ça va réajuster la pâte. Tant qu'on ne dépasse pas à 28 degrés, c'est bon. Donc on met ça sur le robot. On a dit on va refaire tourner juste 2 petites minutes.
On va pouvoir vérifier ce que ça donne au niveau du gluten. Là, ça me semble plutôt pas mal. Ouais, on peut étirer assez facilement sans que ça casse. Là, on est bien là. Là, on peut vraiment étirer, ça se casse pas. Donc, on va pouvoir mettre le reste. Je vais juste libérer le crochet. Ensuite, on peut ajouter les œufs. Pareil, je vais les faire en 2 fois. On fait tourner à vitesse lente pour commencer. Et après, on peut accélérer pour faire pénétrer correctement les jaunes. Je vous conseille quand même d'arrêter le batteur au bout d'une minute pour décrocher la pâte. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, ça aidera à incorporer plus rapidement. Et plus on incorpore rapidement, mieux c'est à partir de ce moment-là. Voilà, là on voit que la première partie des jaunes est bien incorporée, donc je vais verser la deuxième. Environ 2-3 minutes après maximum, là ça a même été très rapide, la deuxième partie des jaunes est absorbée, on va pouvoir enchaîner avec le sucre. En fait, quand vous avez une pâte qui est bien pétrie à la base, tout sera assez rapide ensuite. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas rater la première étape de chaque pâte. Le sucre, je vais le verser en 2-3 fois, pareil. On voit bien que c'est un sucre extrêmement fin, presque de la farine. Ça permet d'éviter l'échauffement de la pâte dû à la friction du sucre qui serait plus grossier. Voilà, là le sucre est absorbé, j'enchaîne avec une deuxième dose. Et la dernière. Donc là j'ai laissé tourner jusqu'à ce que la pâte se détache bien des parois. Là on peut voir que vraiment on est arrivé à une texture extrêmement élastique. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir terminer la pâte en incorporant le beurre, le sel et la vanille. Avant de mettre bien sûr les fruits ou les pépites de chocolat. Donc on y va, la vanille, le sel, et je vais mettre la moitié du beurre. À partir de maintenant, ça devrait être assez rapide, on va dire qu'on va finir la pâte en moins de 5 minutes probablement. Dès qu'on constate que la pâte commence à se détacher des bords, on peut mettre le reste du beurre. On laisse tourner jusqu'à incorporation totale et que la pâte se décroche bien des bords du robot. Et ensuite, c'est terminé. On pourra mettre les fruits confits. Donc, quand vous en êtes arrivé à ce stade-là, que la pâte se décolle bien les bords, bien, vous pouvez mettre vos fruits confits ou votre garniture. Moi, j'en ai prévu 2 différents, donc je vais sortir la pâte, la diviser et puis faire les mélanges ensuite. Je vais prendre une moitié que je vais remettre tout de suite dans le robot. Pour le mélange, il faut faire en vitesse quand même très lente pour que ce soit pas trop brutal. Comptez 2 minutes pour bien mélanger. Voilà, chocolat c'est fait. Je vais sortir la pâte. Je vais remettre l'autre dans le robot et les fruits confits. Donc je ne vous remonte pas la procédure, c'est la même chose. Une fois que la pâte est sortie du batteur, on va la laisser comme ça pendant une vingtaine de minutes pour qu'elle se détende, parce qu'elle a quand même beaucoup été travaillée. Et ensuite, on pourra faire les mises en forme afin que la pâte ait une bonne tension et puisse bien pousser sans se relâcher. Après le repos, on va pouvoir faire un premier façonnage de chaque panettone. Pour ça, je vous conseille d'avoir les mains légèrement grasses, donc un peu de beurre. Ça va aider à éviter que la pâte ne colle aux doigts. Et là, on va tout simplement faire des rabats classiques.
Et à l'aide du coup de pâte, récupérer ce qui est resté un petit peu collé pour le travail. Voilà, donc ça c'est une première étape et il y aura une deuxième étape un peu plus technique pour terminer le pâton avant de le mettre dans le moule en papier qui servira ensuite à la cuisson. On va laisser à nouveau un temps de repos, un quart d'heure maximum, et on fera le façonnage final. Alors pour la pirlatura, on va mettre un petit peu de beurre aussi sur les mains, encore une fois. On va prendre un bâton et en fait il y a une main qui va appuyer vers le plan de travail et pousser, et l'autre qui va faire l'inverse, appuyer et tirer. Je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire. Et on doit ramener la matière en dessous. Une fois qu'on a bien fait ça, on peut prendre le bâton, le retourner, et on va juste sceller en dessous pour que le panettone ne s'ouvre pas, et on le dépose dans le moule. En voilà un de fait. Je dois également m'améliorer sur ce geste parce que même si j'y arrive convenablement, c'est jamais assez tendu à mon goût, donc ça laisse toujours une petite marge de progression. Ensuite, on va pouvoir déposer ces moules dans une plaque de cuisson pour pas que ça sèche avant la fin de la fermentation, que je vais recouvrir avec une autre. Et je remets ça au four avec la lumière allumée. Et là, on va compter au moins 6 heures de fermentation. Il faut que la pâte arrive à un petit centimètre du rebord du moule. Et voilà le résultat après une attente de 7h30 quand même. Comme je disais, le temps est indicatif puisque ce qui est surtout important, c'est qu'il arrive à 1 cm du rebord. Petite chose à observer, c'est que là, on est obligé de laisser 30 minutes comme ça dehors pour que la surface sèche un petit peu et qu'on puisse découper, après inciser et mettre le beurre. Donc ça laisse le temps de préchauffer le four. Pour le F1, la dernière fois, j'avais pas trop mal réussi à cuisson, j'avais mis tout bêtement à 150 partout, en haut et en bas. Il ne faut pas que ce soit trop fort parce que sinon ça va cuire trop vite au-dessus. Une fois que la surface a séché, on va pouvoir inciser avec une lame de boulanger, lame de rasoir ou alors avec un couteau bien aiguisé. Donc on va faire une croix sur les deux. Faut pas hésiter à bien couper. Et une fois qu'on a fait cette croix, on va pouvoir juste ouvrir un petit peu pour replier les bords vers l'extérieur comme ceci. Ensuite, on peut déposer une noix de beurre au centre. Et puis, on peut rabattre les bords par-dessus. Et maintenant, on peut enfin emmener ça en cuisson pour 30 à 40 minutes. Il faudra contrôler la température à cœur pour savoir si le panettone est cuit. C'est toujours un moment un petit peu particulier quand on lance la cuisson. On espère avoir un bon résultat à la fin. Allez, à tout de suite. Allez, ça fait 45 minutes de cuisson. On va regarder ce que ça donne. On va surtout contrôler la température à cœur pour être sûr qu'ils soient bien cuits. Bon, là, ils sont cuits, puisqu'entre 92 et 94, c'est la bonne température, donc on peut les sortir. Et ensuite, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Il faut essayer le plus rapidement possible de les embrocher comme ça avec soit des brochettes, des pics à brochettes, soit des outils spéciaux comme j'ai là.
pour ensuite pouvoir les retourner rapidement. Ensuite, pour faire ressuyer, je l'ai tout simplement mis à l'envers dans un grand faitout, donc avec les broches qui servent de support. Si on n'a pas ça, on peut aussi mettre tout simplement entre deux pots assez hauts ou n'importe quoi, des livres, de moments qu'on peut retourner et laisser à l'envers. C'est parfait. On va faire pareil avec l'autre avant qu'il s'écrase complètement. Et voilà, c'est important de les laisser à l'envers pour qu'ils ne s'affaissent pas et qu'ils gardent vraiment leur forme bien bombée, que la vapeur puisse s'échapper et qu'ils sèchent correctement à l'intérieur, tout en conservant leur forme. Une fois que la structure sera sèche et avec le poids du panettone à l'envers, on aura cette structure un peu allongée. Alors ce sera moins marqué sur ce type de panettone qui sont avec des moules bas. C'est plus visible sur les panettones milanais qui sont ceux qui sont très hauts. Mais en tout cas, ça sert à avoir un produit d'une meilleure qualité à la fin. Et pour info, une fois j'avais essayé de les laisser dans le sens normal comme une brioche, sauf que le lendemain ils étaient complètement affaissés et à la découpe c'était écrasé, super dense, donc je vous conseille pas de le faire. Il faut vraiment les laisser à l'envers pour qu'ils soient top le lendemain. C'est vraiment un exercice de patience et limite de la torture le panettone parce que le temps que ça prend et jusqu'à ce qu'on puisse le déguster c'est vraiment très long, donc ouais, il faut être patient. Environ 12 heures après, quand ils ont bien séché et que leur forme est définitive, qu'ils ne vont pas s'affaisser, on peut retirer la broche. Et pour la conservation, c'est bien de les mettre dans un sachet comme ça, en polypropylène alimentaire. Le panettone, quand c'est bien fait, ça se conserve assez longtemps, plusieurs jours. Et si on vaporise de l'alcool à 90 dans le sachet, ça peut aller jusqu'à 3 mois environ. N'hésitez pas à faire ça pour pouvoir les conserver. Et le bénéfice secondaire, c'est que ça permet aux arômes d'encore plus se concentrer dans le panettone. En tout cas, c'est tout pour la fabrication. Je vous retrouve dans quelques jours pour vous montrer le produit final et la découpe. On pourra voir si il y avait des choses à changer ou pas, ou qu'est-ce qu'on a raté éventuellement. Sachant que je ne fais pas très souvent des panettones, il y aura probablement des petites imperfections, donc on verra ça au moment voulu. Pour moi, ça veut dire encore 3 à 5 jours de torture avant de vraiment pouvoir les ouvrir. Ça fait maintenant une semaine que le panettone est emballé, comme ça. On a réussi à tenir jusque là. Je voulais laisser emballer pour simplement que les saveurs s'imprègnent bien dans le panettone. Et puis aussi pour vérifier la conservation dans le temps, sachant que le levain est censé justement donner une très bonne conservation. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir et le couper. Si on veut le conserver davantage qu'une semaine, je vous l'ai déjà dit je crois, mais il sera préférable de vaporiser à l'intérieur de l'alcool à 90. Alors c'est assez dur à trouver maintenant l'alcool à 90 alimentaire. Il faut limite s'approvisionner en Italie où ils en font encore. Donc voilà, alors on a encore du moelleux. Je pense qu'il va être peut-être un peu compact, on va voir. En tout cas la saveur, enfin le parfum plutôt, est là. Couper tout le papier. Et après elle va découvrir à l'intérieur. Ce sera la déception ou le succès. Bon, bah c'est pas trop mal. On va dire que c'est... non, c'est plutôt correct. On a vraiment le parfum vraiment présent des fruits confits. Et l'odeur générale est celle d'un panettone. Je ne ressens pas de note d'acidité. Donc le levain était en bonne santé et a été utilisé au bon moment. S'il y a une remarque que je pourrais faire, donc, c'est que effectivement, je trouve qu'il y a des endroits où ça a l'air un petit peu plus serré. Ça ressemble plus à une mie de brioche quelque part. Le batteur que j'ai utilisé ne donne pas forcément les meilleurs résultats. Il doit aussi avoir un petit peu de ma faute, sachant que je ne suis pas un expert en panettone. Bon, allez, on va goûter en tout cas. La mie est très parfumée, on sent bien la vanille. Elle a un très bon goût. Après, je vais prendre un morceau avec des fruits.
La cuisson est bonne puisque la mie est quand même relativement sèche. Il faut quand même qu'à la fin, le panettone sèche, sinon eh bien, il se conserve moins bien. Et puis aussi la mie a tendance à se compacter, à s'agglomérer quand on la mange. C'est pas très bon. Donc objectivement, je peux encore largement améliorer le panettone. De toute façon, c'est ma philosophie. On n'est jamais vraiment au top. Il faut toujours se remettre en question pour ne pas s'enfermer dans des mauvaises habitudes en général. Donc voilà, je continuerai à en faire et probablement que l'année prochaine, je vous proposerai une recette mise à jour avec peut-être des recommandations différentes. En attendant, vous pouvez toujours partir sur la recette que vous venez de regarder parce qu'elle donne un produit qui de toute façon est déjà très très bon et meilleur que la plupart des panettones industriels que j'ai déjà goûté. Donc voilà, c'est la fin de cette petite aventure autour du levain et du panettone. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Et comme toujours, si vous voulez partager avec moi vos résultats et vos essais de vos côtés, eh bien, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, @professeurpizza. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, bon panettone à vous.